L'hiver de 1924 s'abattait sur Münsterberg avec une brutalité inhabituelle. Les vents glacés de Silésie balayaient les rues pavées de cette petite ville allemande, transformant chaque sortie en une épreuve de survie. Dans ce décor hostile, une silhouette familière se détachait toujours, offrant réconfort et chaleur aux âmes perdues, Karl Denke. À 56 ans, Karl était devenu une figure respectée de la communauté. Grand, corpulent, avec une barbe grisonnante soigneusement taillée et des yeux bleus perçants mais bienveillants, il incarnait l'image du bon fermier allemand. Sa maison, située au numéro 10 de la Münsterbergstrasse, était reconnaissable entre toutes. Une bâtisse en bois sombre de 2 étages, avec des volets verts et une cheminée qui fumait constamment durant les mois froids. Herr Denke est un saint, murmurait souvent Frau Weber, la boulangère du coin, en le voyant accompagner un vagabond vers sa demeure, toujours prêt à aider les moins fortunés. Cette réputation s'était forgée au fil des années. Karl avait l'habitude d'aborder les voyageurs fatigués, les ouvriers en quête de travail, les mendiants transis de froid. Sa proposition était toujours la même, prononcée d'une voix douce et rassurante. « Venez donc chez moi, mon ami, une soupe chaude et un lit vous attendent. » En cette soirée du 20 décembre 1924, Gabriel Schäfer, un cordonnier itinérant de 32 ans, errait dans les rues enneigées de Münsterberg. Ses chaussures trouées laissaient passer l'humidité glacée et son estomac criait famine depuis 2 jours. Lorsque Karl l'approcha près de la gare, Gabriel crut voir un ange gardien. « Bonsoir, mon brave homme », dit Karl en s'approchant, un sourire chaleureux illuminant son visage buriné. « Vous semblez avoir froid. Permettez-moi de vous offrir l'hospitalité pour cette nuit. » Gabriel leva les yeux vers cet homme qui lui proposait le salut. Dans l'obscurité naissante, éclairée par les réverbères à gaz, Karl Denke avait quelque chose de paternel, de rassurant. « C'est très généreux de votre part, Herr, » balbutia Gabriel, ses dents claquant de froid. « Denke, Karl Denke. Et vous n'avez pas à me remercier, c'est tout naturel d'aider son prochain. » Ils marchèrent ensemble à travers les rues désertes, leurs pas résonnant sur les pavés gelés. Karl parlait de tout et de rien, de la rudesse de l'hiver, des difficultés économiques que traversait l'Allemagne, de l'importance de la solidarité entre hommes. Sa voix était hypnotique, presque paternelle. « J'ai toujours pensé, disait-il en ouvrant la porte de sa maison, que Dieu nous envoie ces épreuves pour tester notre humanité. Ceux qui ont doivent partager avec ceux qui n'ont pas. » L'intérieur de la maison frappa Gabriel par sa propreté méticuleuse. Tout était rangé à la perfection. Les ustensiles de cuisine alignés avec précision, les meubles cirés, le plancher de bois impeccable. Une odeur étrange flottait dans l'air, mélange de viande fumée et d'épices que Gabriel ne parvenait pas à identifier. « Asseyez-vous donc », invita Karl en désignant une chaise près de la cuisine. « Je vais vous préparer quelque chose de nourrissant. » Pendant que Karl s'affairait au fourneau, Gabriel observait son hôte avec gratitude. Cet homme était un véritable saint. Dans un monde de plus en plus dur, où la guerre avait laissé tant de cicatrices, rencontrer une âme si charitable relevait du miracle. « Dites-moi », fit Karl tout en remuant le contenu d'une grande marmite, « d'où venez-vous exactement ?»« De Breslau, Herr Denke. Je voyage de ville en ville pour mon travail. Les temps sont difficiles, vous savez. Oh, je sais, mon ami, j'en sais quelque chose. » Karl se tourna vers lui, une louche à la main. « Avez-vous de la famille quelque part ?»« Non, malheureusement. Mes parents sont morts pendant la guerre et je n'ai jamais eu l'occasion de me marier. » Karl hocha la tête avec compassion. « Les âmes solitaires trouvent toujours refuge ici. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez certainement pas le dernier. » La soupe arriva enfin, fumante et parfumée. Gabriel y plongea sa cuillère avec avidité, reconnaissant au-delà des mots. Le goût était inhabituel, plus riche que tout ce qu'il avait mangé auparavant. La viande était tendre, fondante, avec une saveur qu'il ne parvenait pas à identifier. « C'est délicieux, » dit-il entre 2 bouchées. « Quel type de viande utilisez-vous » Karl eut un sourire énigmatique. « Un secret de famille, mon cher Gabriel. Une recette que je tiens de mon père. »
Pendant que Gabriel se restaurait, Karl l'observait avec une attention particulière. Il notait chaque détail, la maigreur du cordonnier, sa solitude évidente, le fait que personne ne semblait l'attendre nulle part. C'était exactement le type d'invité qu'il appréciait. « Parlez-moi de votre travail », encouragea Karl. « La cordonnerie, c'est un métier noble. » Gabriel raconta ses pérégrinations, ses difficultés à trouver des clients, sa solitude sur les routes. Plus il parlait, plus Karl semblait satisfait. Cet homme était parfait, isolé, sans attache, sans personne pour s'inquiéter de son sort. « Vous savez, » dit Karl en se penchant vers son invité, « vous pourriez rester ici quelques jours. Le temps de reprendre des forces. J'ai de la place, et votre compagnie me fait plaisir. » Gabriel fut touché par tant de générosité. « Je ne voudrais pas abuser. »« Allons donc, c'est moi qui insiste. D'ailleurs, » Karl jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la neige redoublait d'intensité. Par ce temps, voyager serait de la folie pure. Effectivement, dehors, la tempête faisait rage. Les flocons tourbillonnaient dans tous les sens, transformant le paysage en un chaos blanc. Gabriel acquiesça avec reconnaissance. « Vous êtes trop bon, Herr Denke. Comment puis-je vous remercier? En acceptant mon hospitalité sans arrière-pensée, c'est tout ce que je demande. » Karl se leva pour aller chercher des couvertures. En passant près d'une armoire, Gabriel aperçut brièvement l'intérieur, des bocaux alignés avec soin, remplis de ce qui ressemblait à de la viande en conserve. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Karl remarqua son regard et referma rapidement la porte. « J'aime faire mes propres conserves », expliqua-t-il simplement. « On ne sait jamais quand l'hiver sera long. » La soirée se poursuivit dans une atmosphère chaleureuse. Karl était un conteur né, racontant des histoires de la région, des anecdotes sur ses précédents invités, des réflexions sur la condition humaine. Gabriel se sentait de plus en plus détendu, bercé par cette voix apaisante et cette hospitalité inattendue. « Tant de voyageurs passent par ici », disait Karl, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée. « Certains restent un jour, d'autres une semaine. Chacun repart avec ce dont il a besoin. Et ils viennent tous ici comme moi. Oh oui, ma réputation a fait le tour de la région. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur Karl Denke. » Il marqua une pause, un étrange sourire aux lèvres. Bien sûr, tous ne repartent pas exactement comme ils sont arrivés. Gabriel ne saisit pas la portée de cette phrase. Épuisé par le voyage et rassasié par le repas, il commençait à somnoler. Karl le remarqua et proposa de lui montrer sa chambre. L'étage était aussi impeccable que le rez-de-chaussée. Karl ouvrit la porte d'une petite chambre meublée, simplement mais confortablement, un lit de fer avec des draps propres, une petite table de nuit, une chaise. Au mur, quelques gravures religieuses et une photographie de groupe que Gabriel ne put distinguer dans la pénombre. « Dormez bien, mon ami », dit Karl en posant une main paternelle sur l'épaule de Gabriel. « Demain, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » Gabriel s'endormit rapidement, bercé par le silence de la maison et la chaleur des couvertures. Dans ses rêves, il remerciait encore et encore cet homme providentiel qui avait croisé sa route. De son côté, Karl ne dormait pas. Assis dans sa cuisine, il consultait un carnet de cuir usé, tournant les pages avec méthode. Des noms y étaient inscrits, accompagnés de dates et de notes précises. Il prit sa plume et ajouta une nouvelle entrée. Gabriel Schaeffer, cordonnier, 20 décembre 1924. Breslau, pas de famille, solitaire, parfait. Il referma le carnet et le rangea soigneusement dans un tiroir verrouillé. Puis il se dirigea vers le sous-sol, descendant des marches de bois qui grinçaient légèrement sous son poids. Dans l'obscurité, on entendait le bruit de ses pas, puis celui d'objets métalliques qu'on manipule avec précaution. À l'étage, Gabriel dormait paisiblement, ignorant tout de ce qui se tramait sous ses pieds. Dans ses rêves, il se voyait déjà reprendre la route, le cœur réchauffé par cette rencontre providentielle avec l'un des derniers bons samaritains de ce monde. La neige continuait de tomber sur Münsterberg, ensevelissant la ville dans un linceul blanc. Au numéro 10 de la Münsterbergstrasse, une lumière vacillait encore à la fenêtre du sous-sol, projetant des ombres dansantes sur la façade de la maison du bon Karl Denke.
Personne dans la ville endormie ne pouvait imaginer que cette nuit marquait le début de la fin pour l'un des secrets les plus macabres qu'ait jamais abrité cette paisible communauté allemande. De où vous me accompagnez? Laissez dans les commentaires d'où vous nous suivez. Les jours qui suivirent l'arrivée de Gabriel furent étrangement calmes dans la maison de Karl Denke. Le cordonnier, remis de ses fatigues, aidait son hôte dans les tâches quotidiennes avec reconnaissance. Karl semblait apprécier sa compagnie, mais Gabriel remarquait parfois des comportements curieux chez son bienfaiteur. Le matin du 23 décembre, Gabriel descendit pour le petit déjeuner et trouva Karl en train de nettoyer méticuleusement sa cuisine avec une minutie obsessionnelle. Chaque ustensile était lavé, séché et rangé selon un ordre précis qui semblait immuable. « Guten Morgen, Herr Denke », lança Gabriel jovialement. Karl sursauta légèrement, comme s'il était perdu dans ses pensées. « Ah, Gabriel. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Comme un bébé grâce à votre hospitalité. » Karl sourit, mais Gabriel nota que ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Asseyez-vous. Je vais vous préparer quelque chose. » Pendant que Karl s'affairait, Gabriel observait les mouvements de son hôte. Il y avait quelque chose d'étrangement ritualisé dans ses gestes, comme s'il suivait un protocole bien établi. Chaque couteau était placé exactement à la même place. Chaque assiette disposée selon un angle précis. « Herr Denke, puis-je vous demander depuis combien de temps vous vivez seul ici ?» Karl s'immobilisa un instant avant de répondre. « Oh, cela fait des années maintenant. Ma femme est morte il y a longtemps et nous n'avons jamais eu d'enfant. » Il se tourna vers Gabriel, le regard soudain mélancolique. « C'est pour cela que j'apprécie tant la compagnie des voyageurs. Cela apporte de la vie dans cette vieille maison. Vous avez dû en recevoir beaucoup au fil des ans. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Karl posa une assiette devant Gabriel. « Certains restent une nuit, d'autres plus longtemps. Chacun apporte sa propre histoire, ses propres peines. Le petit déjeuner était copieux. Des œufs, du pain frais et de nouveau cette viande au goût si particulier que Karl semblait affectionner. Gabriel mangea avec appétit, reconnaissant pour cette générosité continue. « Au fait, » dit Gabriel entre deux bouchées, « j'ai entendu du bruit cette nuit. Cela venait du sous-sol, je crois. » Karl se figea imperceptiblement. « Ah, cela, ce ne sont que les rats, mon cher Gabriel. Cette vieille maison en est infestée. Je pose des pièges régulièrement. »« Des rats bien bruyants, » plaisanta Gabriel. « Oh, vous savez, quand ils sont pris au piège, ils peuvent faire beaucoup de tapage avant de... » Karl mima un geste de la gorge. « Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » L'après-midi, Gabriel proposa de se rendre en ville pour remercier personnellement les habitants de Münsterberg de leur réputation de générosité. Karl parut soudain nerveux. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, mon ami. Les gens d'ici sont simples, ils n'aiment pas qu'on fasse de cérémonie. Mais enfin, ils doivent savoir quelles perles ils ont parmi eux. Vous êtes célèbre dans la région pour votre bonté. » Karl eut un rire étrange. « Célèbre peut-être, mais pas forcément pour les raisons que vous croyez. » Gabriel ne comprit pas cette remarque ambiguë. Il insista pour sortir, et Karl, après plusieurs tentatives pour l'en dissuader, finit par accepter de l'accompagner en ville. Dans les rues de Münsterberg, Gabriel fut surpris par les réactions des habitants. Certes, ils saluaient Karl respectueusement, mais il y avait quelque chose de contraint dans leur salutation. Frau Weber, la boulangère, semblait particulièrement mal à l'aise. « Herr Denke, » dit-elle en évitant son regard, « comment allez-vous? Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu avec de la compagnie. J'ai la chance d'héberger Herr Schäfer pour quelques jours. » répondit Karl, une main possessive sur l'épaule de Gabriel. La boulangère jeta un regard étrange à Gabriel, mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « J'espère que vous passerez un bon séjour chez Herr Denke, » dit-elle d'une voix presque tremblante. Plus tard, en sortant de la boulangerie, Gabriel questionna Karl sur l'attitude de la femme. Elle semblait, préoccupée. Karl haussa les épaules. « Frau Weber est une femme nerveuse, elle s'inquiète toujours pour tout et pour rien. »
Ils croisèrent ensuite R. Müller, le forgeron, qui eut une réaction similaire. L'homme, habituellement jovial selon les dires de Karl, se montra distant et expéditif dans ses salutations. « Beaucoup de vos invités repartent-ils par ce froid ?» demanda-t-il à Karl d'un ton qui se voulait désinvolte. « Oh, vous savez, les voyageurs sont imprévisibles. Ils viennent et repartent selon leurs besoins. » Sans même dire au revoir, Karl eut un sourire crispé. Les gens pressés, vous savez ce que c'est. Gabriel commençait à percevoir un malaise sous-jacent dans ces conversations. Il y avait des non-dits, des regards échangés, une tension palpable qu'il ne s'expliquait pas. Le soir, de retour à la maison, Gabriel aborda le sujet avec Karl. « Les gens semblent vous craindre plus qu'ils ne vous respectent, on dirait. » Karl s'arrêta de manger et fixa Gabriel intensément. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?»« Je ne sais pas. Leur attitude, leur regard, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignore. » Karl resta silencieux un long moment, puis reprit sa fourchette. « Les petites villes sont pleines de commérages, Gabriel. Les gens inventent des histoires pour se distraire de leur existence monotone. Quel genre d'histoire? Oh, des sottises, parce que je vis seul, parce que je reçois beaucoup de visiteurs. Certains imaginent des choses. » Karl eut un geste vague. « Vous savez comment sont les langues de vipères ?» Gabriel hocha la tête, mais quelque chose continuait de le tracasser. Cette nuit-là, il eut du mal à s'endormir. Allongé dans son lit, il entendait de nouveau des bruits en provenance du sous-sol. Des bruits métalliques, comme si quelqu'un manipulait de lourds objets. Vers minuit, il se leva discrètement et s'approcha de la fenêtre. Dans la cour arrière, il aperçut Karl qui sortait quelque chose du sous-sol. Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer de quoi il s'agissait, mais cela ressemblait à un gros sac qu'il chargeait sur une brouette. Gabriel retourna se coucher, troublé. Le lendemain matin, il remarqua que Karl avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Tout va bien, Erdenke? Vous semblez épuisé. »« Oh, ce ne sont que ces maudits rats. Ils m'ont tenu éveillé une partie de la nuit. » Gabriel acquiesça, mais il gardait en mémoire l'image de Karl avec sa brouette. Il décida de faire preuve de plus d'attention aux détails qui l'entouraient. Au cours des jours suivants, il remarqua plusieurs choses étranges. D'abord, cette odeur persistante dans la maison qu'il avait d'abord attribuée à la cuisine de Karl. Puis, ces taches sombres sur le plancher de la cuisine, malgré le nettoyage obsessionnel de son hôte. Enfin, cette armoire toujours verrouillée et les bruits nocturnes qui venaient invariablement du sous-sol. Le 27 décembre, Gabriel croisa en ville un vieil homme qu'il n'avait pas encore rencontré. L'homme s'appelait Heinrich et semblait avoir bu plus que de raison. « Alors, vous logez chez le boucher ?» dit-il d'une voix pâteuse. « Le boucher, Erdenke est fermier, pas boucher. » Heinrich eut un rire amer. « Fermier, boucher. La frontière est parfois mince, pas vrai? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Le vieil homme regarda autour de lui, puis se pencha vers Gabriel. « Dites-moi, jeune homme, vous n'avez jamais trouvé étrange que tant de voyageurs passent chez Denke, mais qu'on n'en revoit jamais aucun ?» Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment ça? En 20 ans, j'ai vu des dizaines de personnes entrer chez lui. Des vagabonds, des ouvriers, des vendeurs itinérants. Mais combien n'en ai-je vu ressortir ?» Heinrich compta sur ses doigts. « 2, peut-être 3. Ils repartent peut-être de nuit ou tôt le matin? Possible, admit Heinrich, mais son ton laissait entendre qu'il n'y croyait pas. Tout à fait possible. Cette conversation hanta Gabriel pendant des heures. De retour chez Karl, il observa son hôte avec des yeux nouveaux. Cet homme si généreux, si bienveillant, cachait-il quelque chose? Le soir, pendant le dîner, Gabriel décida de poser directement la question qui le taraudait. « Erdenke, combien de personnes hébergez-vous généralement par an ?» Karl mastiqua lentement avant de répondre. « Oh, c'est difficile à dire. Une 50aine peut-être, parfois plus. Et ils repartent tous en bonne santé ?» Karl posa sa fourchette et regarda Gabriel avec attention. Bien sûr, pourquoi cette question? Pour rien, simple curiosité. Mais Karl n'était pas dupe. Il avait remarqué le changement d'attitude de son invité, ses regards furtifs, ses questions plus insistantes. Cette nuit-là,
Gabriel l'entendit descendre au sous-sol, et les bruits métalliques furent plus intenses que d'habitude. Au matin du 28 décembre, Karl sembla avoir pris une décision. Il était inhabituellement silencieux, et Gabriel remarqua qu'il l'observait constamment, comme s'il évaluait quelque chose. « Gabriel, dit-il finalement, j'aimerais vous montrer quelque chose que peu de gens ont eu la chance de voir. » Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que c'est? Karl se leva et se dirigea vers une porte que Gabriel avait remarquée, mais qui était toujours fermée à clé. « Mon véritable travail, ce qui fait ma réputation dans la région. » Il sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte. Un escalier de bois descendait vers les ténèbres du sous-sol. « Venez, dit Karl, une lampe à la main. Il est temps que vous compreniez qui je suis vraiment. » Gabriel hésita. Chaque fibre de son être lui criait de refuser, de s'enfuir, de courir vers la sortie. Mais la curiosité fut la plus forte. Il suivit Karl dans l'escalier, ignorant que ce moment marquait un tournant irréversible dans cette histoire macabre. Les marches grinçaient sous leurs pieds et l'odeur étrange qu'il avait sentie dans la maison se faisait de plus en plus prenante à mesure qu'il descendait. Dans l'obscurité grandissante, Gabriel entendait sa propre respiration s'accélérer. « N'ayez crainte, » disait Karl d'une voix étrangement apaisante. « Tout va bientôt s'éclaircir. » La cave de Karl Denke était un monde à part, organisé avec la même minutie obsessionnelle que le reste de la maison, mais destiné à un usage qui glacera le sang de Gabriel. À la lueur vacillante de la lampe, les ombres dansaient sur les murs de pierre humide, révélant progressivement l'horreur absolue. Des crochets de boucher pendaient du plafond, certains encore ornés de quelque chose que Gabriel refusait d'identifier immédiatement. Le long des murs s'alignaient des barils de saumure, des bocaux de conserve soigneusement étiquetés, et sur une grande table de bois, des instruments qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. « Voici mon véritable atelier », dit Karl d'une voix qui avait perdu toute sa chaleur bienveillante. « 20 ans de perfectionnement, Gabriel. 20 ans à servir ma communauté d'une manière que peu d'hommes comprennent. » Gabriel reculait instinctivement vers l'escalier, mais Karl bloquait déjà le passage. Dans la lumière de la lampe, son visage avait changé. Les traits paternels s'étaient durcis, révélant une froideur terrifiante. « Ne bougez pas, mon ami, » ordonna Karl d'une voix calme mais impérieuse. « Laissez-moi vous expliquer. Vous méritez de comprendre avant... » « Avant quoi ?» balbutia Gabriel, la voix étranglée par la terreur. Karl posa la lampe sur la table et caressa affectueusement un couteau de boucher à la lame parfaitement aiguisée. « Avant de rejoindre les autres, naturellement. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. » Gabriel tremblait de tous ses membres, mais une fascination morbide le clouait sur place. Karl, remarquant son attention, sourit avec satisfaction. C'était en 1903. Un vagabond frappait à ma porte, exactement comme vous il y a quelques jours. Un homme violent, grossier, qui a tenté de me voler après que je lui ai offert l'hospitalité. Karl s'approcha d'un barrel, l'ouvrit et huma le contenu avec délectation. Dans la lutte, je l'ai tué. Un accident, vraiment. Gabriel entendait sa propre respiration, saccadée, bruyante dans le silence de la cave. Mais ensuite, que faire du corps ? Continua Karl comme s'il racontait une anecdote amusante. Je ne pouvais pas le laisser pourrir, attirer l'attention. Alors j'ai improvisé. Mon père était boucher, voyez-vous. J'avais appris. Il ouvrit un bocal et en sortit un morceau de chair soigneusement conservé. Gabriel eut un haut le cœur, en reconnaissant ce qu'il avait mangé pendant tous ces jours. La première fois, c'était de la nécessité. Mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, Gabriel. Cette viande, elle a un goût unique, plus riche, plus complexe que tout ce que j'avais jamais mangé. Les yeux de Karl brillaient d'une lueur fanatique. Et puis, il y a eu cette sécheresse terrible en 1904. La famine menaçait. Mes conserves ont nourri la moitié de la ville. Gabriel comprenait maintenant l'attitude des habitants, leur regard fuyant, leur malaise. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. « Ils savent ?» murmura-t-il. Karl éclata de rire, un son horrible qui résonna dans la cave. « Savoir ?»
Oh, Gabriel, il se doute peut-être. Mais il mange mes conserves depuis 20 ans. Frau Weber, Herr Müller, le maire lui-même. Tous sont goûtés à ma hospitalité d'une manière ou d'une autre. L'horreur de la situation frappait Gabriel de plein fouet. Cette communauté entière était complice, consciemment ou non, du cannibalisme organisé par Karl Denke. « Combien ?» demanda-t-il dans un souffle. Karl consulta un carnet posé sur une étagère, le même que Gabriel avait entrevu quelques jours plus tôt. 41 avant vous, tous soigneusement documentés, pesés, transformés. Rien ne se perd, Gabriel. C'est un art. Il tourna les pages avec fierté, montrant ses notes méticuleuses, date d'arrivée, poids, méthode de conservation, parties utilisées. Chaque être humain réduit à une comptabilité macabre. Les autorités? Quelles autorités? Karl haussa les épaules. Des vagabonds, des itinérants, des solitaires comme vous. Qui va s'inquiéter de leur disparition? Qui va venir les chercher ici, à Münsterberg? Gabriel réalisa avec effroi la logique implacable de Karl. Il choisissait ses victimes avec un soin minutieux. Des hommes seuls, sans attache, dont la disparition passerait inaperçue. Mais pourquoi continuer après le premier? Gabriel espérait gagner du temps, cherchant désespérément une issue. Karl s'approcha de lui, et Gabriel put voir la folie qui brillait dans ses yeux. Parce que j'ai découvert ma vocation, Gabriel. Je suis un recycleur, un transformateur. Ces hommes, ces pauvres âmes perdues, je leur donne un sens, une utilité. Ils nourrissent une communauté entière. Il désigna fièrement ses installations. Regardez cette organisation. Chaque processus optimisé, chaque étape perfectionnée, le dépsage, la salaison, la conservation. J'ai révolutionné l'art de la boucherie. Gabriel sentait la nausée le submerger. Vous êtes fou, fou. Karl s'arrêta, l'air sincèrement blessé. Non, Gabriel, je suis un visionnaire, un homme qui a compris que la mort peut servir la vie, que le gaspillage est le véritable péché. Il se dirigea vers une autre étagère et en sortit des papiers jaunis. Regardez ces remerciements, des lettres de gratitude des familles que j'ai nourries pendant les hivers difficiles, des témoignages de reconnaissance pour ma générosité. Gabriel parcourut les lettres d'un œil horrifié. Toutes remerciaient le bon Herr Denke pour ses conserves qui avaient sauvé leurs enfants de la famine, pour sa viande si nourrissante qui leur avait redonné des forces. Il ne savait pas, bien sûr qu'il ne savait pas, mais quelle importance. Le résultat est le même. J'ai préservé des vies, Gabriel. J'ai nourri les affamés, réchauffé les cœurs. Karl reprit le couteau, le faisant miroiter dans la lumière. N'est-ce pas là l'essence même de la charité chrétienne? La logique tordue de Karl était d'autant plus terrifiante qu'elle contenait une parcelle de vérité déformée. Cet homme avait effectivement nourri une communauté, sauvé des familles de la famine. Le fait que cette générosité repose sur les pires atrocités ne faisait que renforcer l'horreur de la situation. « Et maintenant ?» demanda Gabriel, la voix brisée. Karl sourit avec une tendresse perverse. « Maintenant, vous allez rejoindre cette noble cause, Gabriel. Votre sacrifice permettra de nourrir peut-être 10-15 personnes pendant des semaines. » Il s'approcha encore, le couteau à la main. Gabriel recula jusqu'à toucher le mur froid et humide de la cave. « J'ai toujours procédé rapidement, humainement, » murmura Karl. « C'est important pour moi. Mes invités ne souffrent pas. » Soudain, un bruit retentit à l'étage. Des coups frappés à la porte d'entrée, violents et insistants. Karl s'immobilisa, l'oreille tendue. « Polizei, öffnen Sie !» La voix autoritaire d'un officier résonna dans toute la maison. Le visage de Karl se décomposa. Pour la première fois depuis le début de cette macabre révélation, il sembla perdre contenance. Ses mains tremblaient légèrement et la sueur perlait sur son front. Comment ont-ils... Il se tourna vers Gabriel avec suspicion. « Vous avez parlé ?»« Non, je vous jure que non !» Les coups redoublèrent d'intensité. « Herr Denke, nous savons que vous êtes là. Ouvrez immédiatement. » Karl panique. 20 ans de dissimulation parfaite, 20 ans de secret absolu, et voilà que tout s'effondrait. Il regarda alternativement Gabriel et l'escalier, ne sachant plus quelle décision prendre. « Il faut que je... »
Que je monte, marmonna-t-il. Que je leur explique, les explications, vous les donnerez au commissariat, tonna une voix depuis l'escalier. Gabriel n'en croyait pas ses yeux. Plusieurs policiers descendaient déjà dans la cave, leurs lampes éclairant l'horreur de l'installation de Karl. Le premier officier, un homme trapu au visage sévère, s'arrêta net en découvrant le spectacle. « Mein Gott !» murmura-t-il avant de se ressaisir. « Karl Denke, vous êtes en état d'arrestation pour... » Il ne put terminer sa phrase, trop choqué par ce qu'il découvrait. Les autres policiers étaient tout aussi pétrifiés, leurs visages blêmissants à mesure qu'ils réalisaient l'ampleur de l'horreur. Karl, acculé, leva soudain son couteau. « Vous ne comprenez pas. J'ai nourri cette ville. J'ai sauvé des vies. Posez cette arme !» ordonna l'officier en dégainant son pistolet. « 20 ans !» hurla Karl, les yeux fous. 20 ans à servir ma communauté, et c'est comme ça que vous me remerciez ?» Gabriel profita de la confusion pour s'échapper vers l'escalier, bousculant au passage un jeune policier qui vomissait déjà à la vue des bocaux de conserve humaine. En haut, dans la cuisine, d'autres officiers fouillaient méthodiquement la maison. Gabriel s'effondra sur une chaise, tremblant de tous ses membres. Un inspecteur s'approcha de lui. « Vous êtes Gabriel Schaeffer ?» Gabriel hocha la tête, incapable de parler. « Nous vous cherchions. Votre employeur à Breslau s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. Il a signalé votre disparition. Ainsi donc, contrairement à ce que pensait Karl, quelqu'un s'était inquiété du sort de Gabriel. Une simple vérification de routine avait mené la police jusqu'à Münsterberg, et de là jusqu'à la maison du Bon Samaritain. En bas, l'arrestation de Karl tournait au cauchemar. L'homme refusait de se rendre, brandissant son couteau en proférant des discours incohérents sur sa mission divine et son service à la communauté. « Ils ont tous mangé de ma viande !» criait-il. « Tous ! Le maire, le curé, les enfants de l'école, ils me doivent tous la vie. » Un coup de feu retentit soudain dans la cave. Puis, un silence de mort. L'inspecteur qui interrogeait Gabriel se précipita vers l'escalier. Il en remonta quelques minutes plus tard, le visage sombre. « Il s'est tiré une balle dans la tête », annonça-t-il à ses collègues, plutôt que de se rendre. Gabriel ferma les yeux, submergé par un mélange de soulagement et d'horreur. L'homme qui l'avait accueilli avec tant de bienveillance, qui lui avait sauvé la vie par ce froid terrible, était mort. Et avec lui s'éteignait l'un des secrets les plus atroces que l'Allemagne ait jamais connus. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes de terreur et les histoires de crimes historiques. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit dans Münsterberg comme une traînée de poudre. Les habitants, d'abord incrédules, furent contraints de faire face à une réalité atroce. Ils avaient tous, d'une manière ou d'une autre, participé au crime de Karl Denke. Frau Weber s'effondra quand elle apprit la vérité sur les conserves qu'elle avait servies à ses propres enfants. Hermuller, le forgeron, vomit pendant des heures en repensant au repas qu'il avait partagé avec Karl. Toute la communauté était traumatisée, souillée par cette révélation horrible. L'enquête révéla l'ampleur méthodique des crimes. Dans les papiers de Karl, la police trouva des listes détaillées, des recettes de conservation, des comptes rendus minutieux de chaque meurtre, 41 noms, 41 vies humaines transformées en nourriture. Gabriel, seul survivant conscient de cette monstruosité, fut longuement interrogé. Son témoignage permit de reconstituer les derniers jours de Karl Denke et de comprendre comment ce dernier opérait. « Il était si... normal ?» répétait Gabriel aux enquêteurs. « Si bienveillant, si généreux. Comment un homme peut-il cacher une telle monstruosité derrière une façade si parfaite ?» C'était là tout le génie maléfique de Karl Denke. Pendant 20 ans, il avait cultivé l'image du bon samaritain, de l'homme charitable qui aidait les démunis. Cette réputation lui avait non seulement permis d'attirer ses victimes, mais aussi de les faire disparaître sans éveiller les soupçons. L'enquête révéla également l'étendue de la complicité involontaire de la communauté. Des familles entières avaient survécu aux hivers les plus rudes grâce aux généreuses donations de Karl. Des enfants avaient grandi en se nourrissant de cette chair humaine soigneusement préparée.
Le plus troublant était peut-être la qualité de la transformation opérée par Karl. Ces techniques de conservation étaient si perfectionnées que même les consommateurs les plus attentifs n'avaient jamais soupçonné la véritable nature de cette viande au goût si particulier. Le 21 décembre 1924, au petit matin, la maison de Karl Denke, au numéro 10 de la Münsterbergstrasse, était devenue le centre d'une activité policière sans précédent. Des dizaines d'officiers fouillaient chaque recoin de la demeure, documentant méthodiquement l'une des scènes de crime les plus atroces de l'histoire allemande. L'inspecteur Heinrich Weiss, dépêché spécialement de Breslau pour diriger l'enquête, n'avait jamais rien vu de tel en 25 ans de carrière. Un homme méticuleux, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, Weiss était réputé pour son sang-froid face aux pires horreurs. Mais même lui luttait contre la nausée en explorant la cave de Karl Denke. « Combien de bocaux avez-vous compté ?» demanda-t-il à son adjoint, le sergent Klaus Müller, un jeune homme au teint verdâtre qui n'arrivait pas à garder son petit déjeuner. « 200... » « 234, Herr Inspecteur, balbutia Müller en consultant ses notes tremblantes, tous étiquetés avec des dates et des indications de provenance. Weiss hocha la tête gravement. L'organisation de Karl était stupéfiante. Chaque bocal portait une étiquette soigneusement rédigée. Épaule, Hans K., septembre 1923, cuisse, Maria S., janvier 1924. Une comptabilité de la mort d'une précision administrative glaçante. Dans le bureau de Karl, au premier étage, l'inspecteur découvrit le véritable trésor de l'enquête, un carnet de cuir rouge où l'assassin avait consigné pendant 20 ans tous les détails de ses crimes. L'écriture était nette, presque élégante, comme celle d'un comptable consciencieux. 15 mars 1904, Friedrich Weber, vagabond, environ 45 ans, arrivé affamé de Breslau, prétendait chercher du travail, aucune famille, poids estimé 68 kilos, rendement 41 kilos de viande utilisable, excellente qualité, cuisses particulièrement tendres. Chaque entrée suivait le même schéma glacial, identification de la victime, circonstances de son arrivée, poids, rendement de la transformation. Karl Denke avait traité ses victimes comme du bétail, avec la même froideur clinique qu'un boucher professionnel. « Inspecteur », appela un autre policier depuis la cave, « nous avons trouvé quelque chose d'autre. » Weiss descendit et découvrit, cachés derrière un mur de briques, des objets personnels soigneusement rangés dans des caisses de bois. Montres, alliances, papiers d'identité, photographies, tous les souvenirs des victimes, conservés comme des trophées. Il gardait tout, murmura Weiss. Absolument tout. Parmi ces objets, ils trouvèrent des lettres jamais envoyées, des dernières volontés griffonnées sur des bouts de papier, des photos de famille que ces hommes ne reverraient jamais. Chaque objet racontait une histoire brisée, une vie interrompue par la folie de Karl Denke. L'enquête révéla aussi l'étendue de la distribution de la viande de Karl dans la communauté. Ces registres indiquait avec précision à qui il avait donné quoi et quand. Frau Weber avait reçu régulièrement des jambons pour nourrir ses 5 enfants. Le maire lui-même avait bénéficié de généreux dons pendant les hivers difficiles. Le docteur Hans Schreiber, médecin légiste dépêché de Berlin, était chargé d'examiner les restes. Un homme âgé aux cheveux blancs et aux mains expertes, il avait participé à l'identification des victimes de nombreux crimes de guerre. Mais cette affaire le marqua profondément. « La précision est extraordinaire », confia-t-il à Weiss. Cet homme connaissait parfaitement l'anatomie humaine. Ses découpes sont aussi nettes que celles d'un boucher professionnel. L'examen des restes révéla des détails atroces. Karl n'avait rien gaspillé de ses victimes. Os broyés pour faire de la farine, graisse utilisée pour l'éclairage, peau tannée pour des usages domestiques. Une utilisation intégrale du matériau humain qui témoignait d'une rationalité effroyante. Comment expliquer qu'une communauté entière n'ait rien remarqué pendant 20 ans ? S'interrogea Weiss lors d'une réunion avec ses supérieurs à Breslau.
Le commissaire principal Ernst Hoffmann, un homme corpulent au visage sévère, secoua la tête avec amertume, parce qu'il ne voulait pas voir Weiss. Cette viande les nourrissait, les sauvait de la famine. Qui pose des questions quand on a le ventre plein? L'enquête sur la communauté de Münsterberg révéla en effet une complicité passive troublante. Certes, personne n'était consciemment complice des meurtres de Karl, mais tous avaient fermé les yeux sur les aspects suspects de son comportement. Frau Weber, interrogé pendant des heures, finit par avouer ses soupçons anciens. Cette viande, elle avait un goût si particulier, et Herr Denke était si généreux, si empressé de nous en donner. Parfois, je me demandais d'où venait toute cette nourriture. « Mais vous n'avez jamais posé de questions ?»« Non, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Mes enfants avaient faim. Cette viande les nourrissait. Je ne voulais pas savoir. » Cette phrase résumait l'attitude de toute la communauté. Face à la nécessité, face à la survie, ils avaient choisi l'ignorance volontaire. Une forme de cécité morale qui avait permis à Karl de perpétuer ses crimes pendant 2 décennies. L'affaire fit rapidement les gros titres de la presse allemande. Les journaux rivalisaient de sensationnalisme pour décrire l'ogre de Münsterberg ou le boucher de Silésie. Les détails les plus sordides étaient étalés en première page, alimentant une fascination morbide du public. Le Berliner Tageblatt titrait « L'homme qui nourrissait sa ville avec de la chair humaine ». Le Völkischer Beobachter y voyait un symbole de la décadence morale de l'époque. Les journaux internationaux reprirent l'affaire, faisant de Karl Denke l'un des criminels les plus célèbres d'Europe. Gabriel Schäfer, le seul survivant conscient, était devenu malgré lui une célébrité. Traqué par les journalistes, il dut se réfugier chez des parents éloignés pour échapper à la curiosité morbide du public. « Je ne peux plus manger de viande », confia-t-il à l'inspecteur Weiss lors de leur dernière entrevue. « Le simple goût me rappelle. Je n'arrive pas à oublier que j'ai mangé ces pauvres gens. » Le traumatisme de Gabriel était partagé par toute la communauté de Münsterberg. Des familles entières consultaient des médecins pour des troubles digestifs et des cauchemars récurrents. Certains habitants quittèrent définitivement la ville, incapables de supporter le poids de cette révélation. L'église catholique locale fut également ébranlée. Le père Thomas Gruber, curé de la paroisse depuis 15 ans, avait lui aussi bénéficié de la générosité de Karl. Il s'enferma dans un mutisme total, refusant de célébrer la messe ou de recevoir ses paroissiens. « Comment Dieu a-t-il pu permettre une telle abomination ?» écrivit-il dans une lettre à son évêque. « Comment ai-je pu communier avec un tel démon sans m'en apercevoir ?» L'enquête psychiatrique posthume sur Karl Denke, menée par le professeur Emil Kraepelin de Munich, tenta de percer le mystère de sa psychologie. L'expert, pionnier dans l'étude des troubles mentaux, était intrigué par le cas. Cet homme ne présentait aucun signe extérieur de démence, nota-t-il dans son rapport. Au contraire, il faisait preuve d'une rationalité et d'une organisation remarquables. Ses crimes étaient méthodiques, planifiés, exécutés avec une précision chirurgicale. Kraepelin identifia chez Karl une forme rare de psychopathie, mêlant des tendances cannibales à un sens aigu de l'organisation sociale. Il se percevait comme un bienfaiteur de sa communauté. Dans sa logique déformée, il transformait des déchets humains, vagabonds, itinérants, en ressources utiles pour la société. Cette analyse troubla profondément l'opinion publique. Karl Denke n'était pas le monstre sanguinaire qu'on imaginait, mais un homme apparemment normal qui avait développé sa propre logique morale, aussi perverse soit-elle. Laissez un super merci pour soutenir notre travail dans la création d'histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le processus d'identification des victimes s'avéra complexe. Beaucoup d'entre elles étaient des marginaux sans papier, des hommes que la société avait déjà oubliés avant même leur mort. Les autorités lancèrent un appel national pour identifier les disparus, mais seule une dizaine de familles se manifestèrent. Anna Kowalski fut l'une d'elles. Cette femme de 40 ans de Katowice cherchait son frère Stéphane,
partie chercher du travail en 1922 et dont elle était sans nouvelles depuis. Quand elle reconnut sa montre parmi les objets trouvés chez Karl, elle s'effondra. « Il était si gentil », sanglotait-elle face à l'inspecteur Weiss. « Il m'envoyait toujours un peu d'argent quand il trouvait du travail. Je me disais qu'il avait juste trouvé une situation stable quelque part. » Ces témoignages ajoutaient une dimension humaine tragique à l'affaire. Chaque nom dans le carnet de Karl représentait une vie brisée, des espoirs anéantis, des familles plongées dans l'incertitude, puis dans l'horreur. L'enquête révéla également que Karl avait failli être découvert à plusieurs reprises. En 1919, un gendarme local avait noté la fréquence inhabituelle des visiteurs chez Karl, mais ses supérieurs avaient classé l'affaire sans suite. En 1921, un médecin de passage avait trouvé étrange l'excellente santé des habitants malgré la pénurie alimentaire, mais n'avait pas poussé son investigation. Tout était là, rageait l'inspecteur Weiss. Les indices, les témoignages, les coïncidences. Il suffisait de connecter les points, mais personne ne l'a fait. Cette négligence administrative permit à Karl de poursuivre ses crimes pendant 3 années supplémentaires, coûtant la vie à au moins 15 personnes de plus. La maison de Karl fut finalement détruite par les autorités locales, malgré les protestations d'historiens qui souhaitaient la conserver comme témoignage. Les habitants de Münsterberg ne supportaient plus la vue de cette bâtisse maudite qui leur rappelait leur complicité involontaire. À sa place fut érigé un petit monument aux victimes, une stèle de granit noir portant cette inscription simple « À la mémoire des victimes innocentes, que leur souffrance nous rappelle la vigilance nécessaire face au mal. » Mais pour les habitants de Münsterberg, aucun monument ne pouvait effacer la culpabilité qui les rongeait. Comment avaient-ils pu vivre 20 ans aux côtés d'un tel monstre sans rien voir? Comment avaient-ils pu nourrir leurs enfants avec cette chair maudite? L'affaire Karl Denke marqua un tournant dans la criminologie allemande. Elle révéla la capacité de certains individus à dissimuler parfaitement leur vraie nature, à s'intégrer dans une communauté tout en perpétrant les pires atrocités. Elle souleva aussi des questions troublantes sur la responsabilité collective. Une société peut-elle être tenue pour responsable des crimes qu'elle n'a pas voulu voir? La nécessité justifie-t-elle l'aveuglement volontaire? Ces questions entraient l'Allemagne bien au-delà de l'affaire Denke, trouvant un écho particulièrement sinistre dans les événements qui allèrent suivre quelques années plus tard. Karl Denke était peut-être mort, mais les mécanismes psychologiques et sociaux qu'il avait exploités survivraient, prêts à ressurgir sous d'autres formes, dans d'autres contextes. 3 mois après la mort de Karl Denke, Münsterberg tentait encore de se remettre du traumatisme. La petite ville silésienne, autrefois paisible, était devenue synonyme d'horreur dans toute l'Europe. Les habitants, marqués à vie par la révélation, luttaient pour reconstruire leur existence sur les ruines de leur innocence perdue. L'inspecteur Heinrich Weiss, chargé de clôturer officiellement l'enquête, passait ses derniers jours dans la région à rassembler les ultimes témoignages. Son bureau temporaire, installé dans la mairie de Münsterberg, était devenu un lieu de pèlerinage macabre pour les journalistes du monde entier. Ce matin de mars 1925, il recevait la visite du professeur Kreplin, venu de Munich pour finaliser son expertise psychiatrique. L'éminent spécialiste semblait lui-même profondément marqué par cette affaire hors du commun. « Dans tous mes travaux sur la pathologie mentale, » confessa Kreplin en s'installant dans le fauteuil face au bureau de Weiss, « je n'ai jamais rencontré un cas aussi troublant. » Karl Denke remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la nature humaine. Weiss hocha la tête, ses yeux fatigués trahissant les nuits blanches passées à étudier les témoignages. « Savez-vous ce qui me hante le plus, professeur ? Ce n'est pas l'ampleur de ces crimes, aussi atroces soient-elles, c'est cette capacité qu'il avait à paraître normal, plus que normal même, admirable. » Le psychiatre consulta ses notes, des pages noircies d'une écriture serrée. « J'ai interrogé plus de 50 personnes qui l'ont côtoyé. Pas une seule n'a exprimé la moindre suspicion avant les révélations. Au contraire, tous le décrivent comme un homme charitable, attentionné, presque saint.
Cette normalité apparente de Karl était devenue l'aspect le plus troublant de l'affaire. Comment un homme pouvait-il simultanément dépecer des êtres humains dans sa cave, tout en distribuant des conserves aux nécessiteux de sa communauté? Comment concilier tant de bonté avec une telle monstruosité? J'ai une théorie, poursuivit Kraepelin, mais elle est si dérangeante que j'hésite à la formuler officiellement. Weiss l'encouragea à continuer d'un geste. Je pense que Karl Denke était sincèrement convaincu de rendre service à sa communauté. Dans sa logique pervertie, il transformait des déchets sociaux en ressources utiles. Il ne se percevait pas comme un meurtrier, mais comme un recycleur social. Cette interprétation glaça Weiss. Un criminel qui se croyait bienfaiteur était infiniment plus dangereux qu'un simple psychopathe, car sa conviction lui permettait d'agir sans culpabilité, avec même une forme de fierté professionnelle. D'ailleurs, ajouta Kraepelin, avez-vous remarqué la qualité de ces conserves? Même les experts en alimentaire que nous avons consultés sont impressionnés par ces techniques de préparation et de conservation. En effet, l'analyse des bocaux de Karl avait révélé un savoir-faire exceptionnel. Ces méthodes de salaison et de fumage étaient si perfectionnées que la viande conservait toutes ses qualités nutritionnelles, voire les améliorait. Un talent gâché au service de l'abomination. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Gabriel Schaeffer entrait, visiblement nerveux. Le survivant de Karl Denke avait considérablement maigri depuis son sauvetage, ses yeux creusés, trahissant des nuits sans sommeil. « Herr Weiss, vous m'avez demandé de venir pour la déposition finale ?» L'inspecteur acquiesça et invita Gabriel à s'asseoir. Ce témoignage était crucial pour comprendre les derniers jours de Karl et ses méthodes d'approche des victimes. « Gabriel, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me racontiez une dernière fois votre séjour chez Karl, en particulier les détails de vos conversations avec lui. » Gabriel ferma les yeux, comme pour puiser en lui la force de revivre ces moments. Il était si convaincant, pas seulement dans ses paroles, mais dans ses gestes, son attitude. « J'ai vraiment cru avoir rencontré un saint. Vous a-t-il fait des confidences sur ses activités ? Dans la cave, juste avant que vous arriviez, il m'a parlé de sa mission. Il était persuadé de rendre service à l'humanité. Il m'a même montré des lettres de remerciement de famille qu'il avait nourries. » Kraepelin se pencha vers Gabriel. « Comment décririez-vous son état mental à ce moment-là » Gabriel réfléchit longuement. Il n'avait pas l'air fou, si c'est ce que vous voulez savoir. Au contraire, il semblait serein, comme un homme qui a trouvé sa voie dans l'existence. Cette sérénité de Karl, même face à la découverte de ses crimes, troublait profondément les enquêteurs. Jusqu'au bout, il avait maintenu sa conviction d'être dans son bon droit. « Il y a autre chose », ajouta Gabriel, hésitant. Dans ces derniers moments, quand il a compris que tout était fini, il a dit quelque chose d'étrange. Weiss et Kraepelin se penchèrent simultanément vers lui. Il a dit « Ils ne comprennent pas maintenant, mais l'histoire me donnera raison. D'autres après moi verront la nécessité de mes méthodes. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Cette prophétie posthume de Karl était d'autant plus troublante qu'elle reflétait sa conviction inébranlable d'avoir découvert une vérité que ses contemporains refusaient d'accepter. L'après-midi, Weiss se rendit une dernière fois sur l'emplacement de l'ancienne maison de Karl. Le terrain avait été entièrement rasé, mais l'emplacement de la cave était encore visible, marqué par un léger raffaissement du sol. Frau Weber l'y rejoignit, comme elle le faisait chaque jour depuis la démolition. La boulangère avait vieilli de 10 ans en quelques mois, ses cheveux ayant complètement blanchi sous le choc de la révélation. « Herr Weiss, murmura-t-elle, croyez-vous que mes enfants, que nous tous, croyez-vous que nous sommes damnés ?» L'inspecteur regarda cette femme brisée par la culpabilité. Comment répondre à une telle question? Comment rassurer une mère qui avait nourri ses enfants avec de la chair humaine, même involontairement? Frau Weber, vous ne pouviez pas savoir. Aucun d'entre vous ne pouvait savoir. Mais les signes, ils étaient là, n'est-ce pas? Cette odeur dans sa maison, ces visiteurs qui ne repartaient jamais, cette viande au goût si particulier. Nous avons choisi de ne pas voir.
Cette culpabilité collective était l'un des aspects les plus tragiques de l'affaire. Une communauté entière se retrouvait complice malgré elle, portant le poids d'une horreur qu'elle avait contribué à perpétuer par son silence. Le mal absolu, réfléchit Weiss, ce n'est peut-être pas seulement la cruauté d'un individu, mais notre capacité collective à fermer les yeux quand la vérité nous dérange. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs habitants de Münsterberg quittèrent définitivement la ville. D'autres, comme Frau Weber, choisirent de rester pour porter témoignage, transformant leur culpabilité en mission de mémoire. Le maire de la ville, Heinrich Stolz, organisa une cérémonie officielle pour honorer les victimes de Karl Denke. Mais cette commémoration fut perturbée par l'arrivée inattendue de journalistes sensationnalistes et de curieux morbides, transformant le recueillement en spectacle. « Nous sommes devenus une attraction », se plaignit amèrement le maire à Weiss. « Les gens viennent ici comme dans un musée de l'horreur. Ils veulent voir où vivait le monstre, goûter à notre nourriture pour vérifier si elle a encore ce goût particulier. » Effectivement, Münsterberg était devenu un lieu de tourisme macabre. Des cars entiers déversaient des visiteurs avides de sensations, transformant la tragédie en curiosité morbide. Certains restaurateurs des villes voisines proposaient même des menus Karl Denke pour attirer la clientèle. Cette commercialisation de l'horreur révoltait les habitants, mais elle révélait aussi quelque chose de troublant sur la nature humaine. Notre fascination pour le mal absolu, notre besoin de comprendre l'incompréhensible. Le docteur Kraepelin, dans son rapport final, établit un profil psychologique complet de Karl Denke qui allait révolutionner l'approche criminologique de l'époque. Le sujet présentait une personnalité de type narcissique avec des traits psychopathiques marqués, écrivait-il. Mais contrairement aux psychopathes classiques, il avait développé un système moral alternatif cohérent, justifiant ses actes par un prétendu service rendu à la communauté. Cette analyse introduisait un nouveau concept, le psychopathe altruiste. Un individu capable de commettre les pires atrocités tout en se persuadant qu'il agit pour le bien commun. Le cas Denke nous enseigne, poursuivait le rapport, que les criminels les plus dangereux ne sont pas nécessairement ceux qui assument leur mal, mais ceux qui le travestissent en bien. Car ils peuvent agir sans culpabilité, avec même une forme de fierté morale. Cette typologie criminelle nouvelle inquiéta profondément les autorités. Si Karl Denke avait pu opérer si longtemps sans éveiller les soupçons, combien d'autres bienfaiteurs cachaient-ils des secrets similaires? L'enquête révéla d'ailleurs que Karl n'était pas un cas complètement isolé. Des recherches dans les archives nationales mirent au jour plusieurs affaires similaires, moins documentées, mais tout aussi troublantes. Des bons samaritains qui s'occupaient de marginaux et dont les protégés disparaissaient mystérieusement. En Bavière, un certain Johann Schmidt avait tenu un refuge pour vagabonds pendant 15 ans. À sa mort en 1920, on avait découvert dans sa cave des restes humains, mais l'affaire avait été étouffée pour éviter le scandale. En Prusse, un pasteur protestant avait été soupçonné d'activités similaires, mais le manque de preuves avait empêché toute poursuite. Il semblerait, et conclut Weiss dans son rapport final, que Karl Denke ne soit que l'exemple le plus documenté d'un phénomène plus large. La guerre, la famine, les bouleversements sociaux ont créé une population de marginaux dont la disparition passe inaperçue. Des prédateurs habiles exploitent cette vulnérabilité sous couvert de charité. Cette révélation obligea les autorités allemandes à revoir complètement leur méthode de surveillance des institutions caritatives. Un système d'inspection fut mis en place, mais beaucoup doutaient de son efficacité face à des criminels aussi habiles à dissimuler leur vraie nature. 6 mois après la mort de Karl, Gabriel Schäfer tenta de reprendre une vie normale. Mais les cicatrices psychologiques étaient un peu profondes. Il souffrait de cauchemars récurrents, d'un dégoût persistant pour la nourriture et d'une méfiance pathologique envers toute forme d'aide ou de générosité. « Je ne peux plus faire confiance à personne », confia-t-il au docteur Ernst Müller, le psychiatre qui le suivait à Breslau. « Dès que quelqu'un se montre trop aimable, trop serviable, je repense à Karl. »
Comment distinguer la vraie bonté de la manipulation? Cette question hantait Gabriel, mais elle résumait aussi le traumatisme collectif causé par l'affaire Denke. Comment faire confiance après avoir découvert qu'un saint apparent pouvait cacher un démon? Comment croire en la bonté humaine quand celle-ci avait servi de masque à l'horreur absolue? Le psychiatre tentait de rassurer son patient. Il faut comprendre, Herr Schäfer, que Karl Denke était un cas exceptionnel. La vraie générosité existe. Elle est même majoritaire. Mais votre expérience vous a rendu hypersensible aux signaux de danger. Pourtant, même le docteur Müller avouait en privé ses propres doutes. L'affaire Denke avait ébranlé sa foi en la psychologie humaine. Comment être certain des motivations réelles de quiconque? Comment percer les masques que nous portons tous? L'impact de l'affaire dépassa largement les frontières allemandes. La presse internationale s'empara de l'histoire, transformant Karl Denke en archétype du mal moderne. Des romanciers s'inspirèrent de son cas. Des criminologues du monde entier vinrent étudier les dossiers à Breslau. Le célèbre détective français Alphonse Bertillon déclara « L'affaire Denke marque une rupture dans notre compréhension du crime. Elle nous montre que les criminels les plus dangereux ne sont plus les brutes primitives, mais les manipulateurs sophistiqués qui exploitent nos meilleures intentions. » Cette évolution de la criminalité inquiétait les forces de l'ordre européennes. Les méthodes traditionnelles d'enquête, basées sur la recherche de mobiles évidents, semblaient inadaptées face à des criminels comme Karl Denke. Un an après les événements, l'inspecteur Weiss fut invité à donner une conférence à l'École supérieure de police de Berlin. Devant un amphithéâtre bondé, il tenta de transmettre les leçons de cette affaire extraordinaire. « Messieurs, commença-t-il, l'affaire Karl Denke nous enseigne 3 choses fondamentales. Premièrement, les criminels les plus dangereux ne correspondent pas aux stéréotypes que nous avons en tête. Deuxièmement, une communauté peut devenir complice d'un crime par simple passivité. Troisièmement, le mal absolu peut se draper dans les oripeaux de la vertu. » Il marqua une pause, scrutant les visages attentifs de ses auditeurs. Mais la leçon la plus troublante, c'est que nous portons tous en nous la capacité de fermer les yeux sur l'évidence quand celle-ci nous dérange. Les habitants de Münsterberg ne sont pas des monstres. Ce sont des gens ordinaires qui ont choisi l'ignorance plutôt que la vérité dérangeante. Cette réflexion sur la banalité du mal et la complicité passive marqua profondément la criminologie de l'époque. Elle annonçait les grandes questions morales que l'Europe allait devoir affronter dans les décennies suivantes. 3 ans plus tard, en 1928, un événement inattendu relança l'intérêt pour l'affaire Denke. Dans les archives de l'église de Münsterberg, un historien découvrit un document troublant, une lettre de Karl Denke au curé, datée de 1922, dans laquelle il s'interrogeait sur les limites morales de la charité. « Mon père, écrivait-il, je me trouve face à un dilemme moral que seule votre sagesse peut résoudre. Lorsque Dieu nous envoie des âmes perdues, des hommes sans utilité sociale, n'est-il pas de notre devoir de les transformer en quelque chose d'utile? La Providence ne nous donne-t-elle pas parfois des missions que la morale conventionnelle ne peut comprendre? » Cette lettre révélait que Karl avait tenté de faire avaliser ses crimes par l'autorité religieuse. Le fait que le curé n'ait pas réagi à ces interrogations troublantes posait de nouvelles questions sur la responsabilité collective. Le père Gruber, confronté à cette lettre, s'effondra complètement. « J'ai cru qu'il parlait métaphoriquement, » balbutia-t-il. « Tant de gens utilisent des images fortes pour décrire leur mission charitable. Je n'ai pas compris qu'il parlait littéralement. » Cette révélation tardive acheva de détruire la santé mentale du prêtre, qui mourut quelques mois plus tard d'une crise cardiaque, emportant avec lui le poids de sa culpabilité. L'affaire Karl Denke continua de hanter l'Allemagne bien au-delà de sa résolution officielle. Elle était devenue un symbole, une parabole sur les dangers de l'aveuglement volontaire et de la confiance naïve en les apparences. En 1930, quand les premières rumeurs sur les pratiques des SA nazis commencèrent à circuler, certains observateurs lucides firent le parallèle avec l'affaire Denke.
Ils mirent en garde contre la tendance à ignorer les signaux d'alarme quand ils émanaient d'organisations ou d'individus apparemment respectables. Souvenez-vous de Karl Denke, écrivait le journaliste Kurt Tucholsky dans un article prémonitoire. Souvenez-vous qu'un homme peut nourrir une ville entière tout en étant un monstre. Méfions-nous de ceux qui se parent de vertus trop parfaites pour être vraies. Mais ces mises en garde furent largement ignorées. L'Allemagne, traumatisée par la guerre et la crise économique, était prête à faire confiance à quiconque promettait des solutions simples à des problèmes complexes. La leçon de Münsterberg, pourtant si claire, fut oubliée au profit d'une nouvelle forme d'aveuglement volontaire. Gabriel Schaeffer, le survivant, vécut jusqu'en 1967. Il ne se maria jamais, ne fit confiance à personne et mourut seul dans un petit appartement de Hambourg. Dans ses papiers, on trouva un journal intime où il avait consigné jour après jour pendant 40 ans ses cauchemars récurrents et ses réflexions sur la nature humaine. Le mal, écrivait-il dans ses dernières pages, ne porte pas toujours un visage hideux. Parfois, il sourit avec bienveillance et vous offre une soupe chaude par une nuit d'hiver. C'est peut-être cela le véritable enseignement de mon histoire. Apprendre à reconnaître le diable quand il se déguise en ange. Aujourd'hui encore, l'affaire Karl Denke fascine criminologues, psychologues et historiens. Elle reste l'un des cas les plus étudiés de psychopathie altruiste et continue d'alimenter les réflexions sur les mécanismes de la manipulation et de la complicité passive. À Münsterberg, devenu aujourd'hui Ziembis en Pologne, rien ne rappelle plus l'existence de Karl Denke. La petite stèle érigée à la mémoire des victimes a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Seuls quelques habitants âgés gardent encore la mémoire de cette histoire, transmise de génération en génération comme une mise en garde contre les apparences trompeuses. Mais l'héritage de Karl Denke dépasse largement les frontières de cette petite ville silésienne. Il nous rappelle que le mal absolu peut se cacher derrière les masques les plus respectables et que notre responsabilité collective commence dès l'instant où nous choisissons de fermer les yeux sur les signaux d'alarme. L'histoire de Karl Denke n'est pas seulement celle d'un criminel exceptionnel. C'est celle d'une communauté qui a préféré l'ignorance confortable à la vérité dérangeante. C'est notre histoire à tous, et c'est pour cela qu'elle continue de nous hanter. Car chaque fois que nous détournons le regard, chaque fois que nous préférons ne pas savoir, chaque fois que nous acceptons l'inacceptable par commodité ou par lâcheté, nous perpétuons l'héritage de Münsterberg. Et quelque part, dans l'ombre de nos bonnes consciences, l'esprit de Karl Denke sourit encore de son sourire bienveillant et paternel, celui qui a trompé toute une ville pendant 20 longues années. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez plus d'histoires d'horreur qui mélangent histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. On se retrouve dans le prochain cauchemar. Note de l'auteur. Cette histoire, bien qu'inspirée de faits réels, a été largement romancée pour les besoins de la narration. Karl Denke a réellement existé et a commis des crimes similaires à ceux décrits, mais de nombreux détails ont été imaginés ou dramatisés. L'affaire Karl Denke reste aujourd'hui encore l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire allemande, non seulement par l'horreur des crimes commis, mais par les questions qu'elle pose sur la nature humaine et la responsabilité collective face au mal. Cette histoire nous rappelle l'importance de la vigilance citoyenne et du courage moral nécessaire pour affronter les vérités dérangeantes. Car c'est seulement en gardant les yeux ouverts que nous pouvons empêcher que de telles horreurs se reproduisent.